Et Corinne, pas de pardon. Le pardon, je ne suis pas encore prête pour ça. Voilà. Le pardon, je pense que c'est pas à sens unique. Il faut avoir en face de soi quelqu'un qui a envie d'être pardonné, qui a envie qu'on lui pardonne. Le 11 juin 1994 à 20h, Émilie absorbe une cuillerée d'un antibiotique, la josacine. À 22h30, elle meurt à l'hôpital. L'autopsie révélera une intoxication au cyanure. C'est avec la mort de cette petite fille de 9 ans que débute dans les médias l'affaire de la josacine empoisonnée. Une affaire délicate qui révèle sur la place publique une histoire d'adultère qui aurait mal tourné. Jean-Marc Deperroy, chef d'entreprise de 45 ans, qui ne cesse de clamer son innocence, aurait par erreur empoisonné la petite Émilie Tanet, venue passer le week-end chez des amis, les époux Tocqueville. Le cyanure que Jean-Marc Deperroy aurait versé dans la josacine aurait été destiné au mari de sa maîtresse, Jean-Michel Tocqueville. Ce ne sont pas mes enfants qui étaient visés, ni mon épouse qui était visée. Donc je pense que c'était moi qui devais être visé quand même. Tout au long de ce procès mouvementé, les médias prennent parti pour les uns ou les autres. Les passions s'enflamment au point même de mettre en cause les parents de la petite Émilie. Aucune image ne pourrait raconter ce qui s'est passé peu après minuit, sitôt le verdict de la cour d'assises rendu après 4 heures de délibéré dans cette salle. Jean-Marc Deperroy est debout, le président de la cour lit la sentence, coupable. Le condamné s'effondre, les jurés sont insultés, sifflés, les policiers sont débordés. Une honte. Ironie de certains journalistes, beaucoup ont des larmes aux yeux. Jean-Marc Deperroy lance un baiser vers les siens, ses proches crient à l'erreur judiciaire. C'est pas de la justice, ça. C'est de l'assassinat, c'est différent. C'est de l'assassinat, il n'y a plus de guillotine, mais c'est la même chose. C'est mental, c'est moral, c'est atteindre la personne au plus profond d'elle-même. C'est une horreur. Quoi qu'il ait fait, je sais qu'il n'a jamais tué la petite Émilie. On gardera les yeux gardés, on gardera la tête haute. Il n'est pas question qu'on se laisse faire par une machine judiciaire qui nous a écrasés. On est fiers. La foule est toujours massée dans la cour du palais de justice. Victime d'un malaise, la mère de Jean-Marc Deperroy est prise en charge par un médecin. Elle croise les parents d'Émilie. Je les hais, je les hais. Moment surréaliste, destin croisé de deux familles que tout oppose. Jean-Marc Deperroy est discrètement ramené en prison, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Anne-Marie Deperroy sait que ce pourvoi en cassation est sans doute la dernière chance de son mari. Denis Tanet lutte lui aussi depuis 4 ans, pour que justice soit rendue à sa fille Émilie. Le procès l'a convaincu que Deperroy était bien coupable. Les injures que ce père a reçues après le verdict l'ont forcé à déménager. S'il est venu devant la cour de cassation aujourd'hui, c'est pour supplier la justice de ne pas rouvrir ses plaies. Le rejet du pourvoi en cassation de Jean-Marc Deperroy confirme la condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Vous avez ici donc, quelques extraits de coupures de presse, parce que la sélection était difficile. Il en a quand même été publié plus de 5000 depuis juin 1994, depuis le moment des faits. Moi-même, j'en ai découvert pour la plupart que je ne connaissais pas. Et je pense que je dois ça donc à la délicatesse de nos proches, de nos amis, de nos conseils, qui ont bien voulu m'éviter la lecture difficile de quelques articles. Alors, Corinne Tanet, comment et pourquoi surtout vous avez eu, vous, envie de découper tous ces articles de presse concernant Émilie et au-delà de ça, ce qui est devenu l'affaire de la josacine? Il y a quelques mois, donc, j'ai décidé de me lancer dans un travail d'analyse du dysfonctionnement média victime justice, et j'ai été donc mise devant le fait accompli en face de tous les articles de presse consacrés à cette affaire. Et c'était consternant. J'avoue que je suis consternée et désemparée de voir qu'on a consacré autant de pages à cette affaire. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus choqué, Corinne Tanet, à travers tous ces papiers? Parce que vous disiez, j'ai été surprise, on m'a épargné beaucoup de choses. Au début, je pense que c'est surtout l'exploitation du visage d'Émilie, l'exploitation de notre vie privée. Parce que vous savez, j'estime que lorsqu'on se trouve au cœur d'une enquête et d'une instruction, il y a déjà un viol de votre intimité qui est fait par les enquêteurs et par la justice. Et ensuite, j'ai eu l'impression qu'on était victime d'un second viol de notre intimité par l'entrée et la pénétration des médias dans notre vie intime. Et ça, je l'ai très mal supporté. Comme pour exemple cette photographie. C'est la photographie donc individuelle de classe de notre fille.
Aujourd'hui, une instruction est ouverte et est en cours. Et ce qui est terrible aussi, c'est l'exploitation de la sépulture de l'enfant. Ça, je ne sais pas si les journalistes peuvent s'imaginer ce que ça fait mal. Même si certains l'ont certainement photographié ou sans intention de nuire. Oui, c'est ça. Non, ça, j'en conviens tout à fait, mais réfléchir un petit peu quand même. Je crois que pour vous, là, c'est vraiment le viol de l'intimité. Le journaliste, le photographe, il est peut-être père de famille, ou elle est peut-être mère de famille, ou il sera amené à l'être. Qu'une seule seconde, il pense à ce que ça peut faire, quoi, sous les yeux comme ça de parents, de dire mais c'est pas vrai, ça va jusque là, quoi. Est-ce qu'il est vrai que certains journalistes ont pénétré chez vous et ont pris des photos? Oui. Et donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas pénétrer à notre domicile depuis le 17 juin, c'était impossible, elle était complètement assiégée par la presse. Et donc ce sont des amis à nous ou des proches qui allaient nous récupérer des vêtements, tout ce dont on avait besoin. Et un soir, ils ont constaté que notre maison avait été ouverte, toutes les fenêtres ouvertes, la correspondance éparpillée par terre, photo d'Émilie qui était punaisée au-dessus de mon bureau, il y en a une de volée. Et c'est pourquoi en fait, à la limite, après j'étais un petit peu moins étonnée de savoir qu'on avait des renseignements aussi précis, par exemple sur nos cursus personnels à l'un et à l'autre, nos parcours scolaires, professionnels. Parce que tout a été Oui, bien sûr. En l'occurrence, un hebdomadaire qui était particulièrement bien renseigné et précis. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il a pu aller chercher tous ces renseignements? Est-ce qu'il y a eu aussi, est-ce que vous avez ressenti que la presse se situait, où les gens, pas simplement la presse, mais autour de vous, en fonction aussi justement de l'appartenance sociale? Il y a eu comme une espèce de lutte des classes sociales qui a été engagée dès le début. Donc on avait le riche placé en examen et les pauvres parents de la petite fille assassinée en face. Alors j'ai lu père au chômage, ils se sont sacrifiés pour l'inscrire dans une école privée. Pourtant je peux vous assurer c'est pas le must, cette école privée elle était à portée de n'importe qui. Les journalistes prenaient un malin plaisir à photographier notre maison pas finie, leur maison pas finie, difficultés matérielles et financières, c'est terrible. Au début c'était un peu c'était pire que le vrai mélo qu'on vit, quoi. C'était en rajouter au mélodrame et ça c'est insupportable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous, votre mari, vous vous sentez doublement victime. La perte d'un enfant et en même temps, vous vous retrouvez avec votre... doublement victime, et je ne veux pas essayer d'attendrir, mais dès l'instant où on se trouve plongé au cœur d'un fait divers, la presse, elle a besoin de donner de l'émotion aux lecteurs, aux téléspectateurs. Elle vient chez vous, elle demande des photos, elle veut que vous lui parliez de vous, de qui était votre enfant. On n'y échappe pas, soit on y échappe comme nous on a décidé, c'était la fuite, il fallait qu'on parte absolument parce qu'on avait reçu des ordres, parce que les enquêteurs et ensuite le magistrat instructeur avaient besoin de la plus complète sérénité pour travailler, pour avancer en fait sur ce dossier. Et donc ça, je pense qu'on l'a bien compris. Et il y a eu aussi quelque part une condition sine qua non qui venait de notre conseil, c'est vous respectez cette parole du silence et vous aurez accès au dossier du début jusqu'à la fin. Alors ce silence dans lequel vous êtes resté quand même pendant plusieurs années. Oui. Avant d'accepter de parler. Parce que je crois qu'à partir de là, beaucoup de choses aussi ont été écrites, non? Vous deveniez vous-même suspect numéro 1, alors que la justice ne le faisait pas. Le silence est devenu de la suspicion, bien évidemment, parce que des parents qui viennent de perdre une petite fille dont on dit qu'elle a été assassinée, empoisonnée au cyanure, je pense qu'effectivement, dans l'esprit des gens, ça doit être encore plus traumatisant, à la limite que ça ne pouvait l'être pour nous. On ne comprend pas, on ne s'explique pas. À notre époque, c'est difficile de comprendre ça, une enfant empoisonnée au cyanure et des parents qui se taisent, qui sont sans arrêt en fuite parce qu'ils veulent échapper à la presse. Donc en disant quand on s'en va, c'est parce qu'on a des choses à se reprocher. Et je crois qu'au début, c'est ce que le Kidam n'a pas compris, c'est ça, c'est qu'on voulait échapper à la presse. Pourquoi vous avez dû fuir? Parce que après la garde à vue, c'était plus possible d'accéder à notre domicile. Le village, je pense, je l'ai appris depuis, ressemblait au bord de la Vologne. Il y avait des voitures de presse, des journalistes partout. C'était du porte-à-porte dans notre village. Donc, dans notre village, à l'époque, il y avait 477 habitants. Ils n'hésitaient pas à faire du porte-à-porte pour aller quémander, excusez-moi, c'est l'expression qui convient, des renseignements, comment elle était Émilie, comment était sa maman, comment étaient ses parents, est-ce que vous les avez vus parfois se promener, est-ce qu'ils avaient l'air de bien s'entendre, est-ce qu'ils battaient pas leur enfant. Heureusement, je veux dire, dans ce village, personne n'a fait le jeu des médias. Et ça a été aussi très important. Mais c'est pas pour autant, au début, que le village a compris aussi le silence dans lequel Denis et moi, on avait choisi de s'enfermer, quoi. Alors c'est là qu'est venu à ce moment-là des suppositions à votre égard? Non, je pense que ça, elles ont vraiment été créées de toutes pièces au moment du procès, quoi.
par quelques journaux qu'on ne citera pas mais qu'on connaît bien. Et donc oui, là, ça vraiment, je pense que c'est ce qui a incité un peu les gens à passer de l'hostilité à l'animosité en plus. Hein. Puisque tel journal disait ça, ça ne pouvait forcément être que vrai, quoi. Parce que c'est bien connu que ce que dit même le speaker à la télévision, c'est du pain béni et c'est la vérité. Et ce que dit tel journal, c'est la même chose. Est-ce que pour vous, il est normal que l'on retrouve donc toute la vie de Monsieur et Madame Tanet, leur cursus, la scolarité? Est-ce que ça fait partie justement de l'information ou est-ce que c'est tout repassé? Ça peut faire partie de l'information. Le problème, c'est de savoir où se trouve la limite. À quel moment faut-il s'arrêter? D'autant qu'effectivement, on se trouve très souvent devant une partie qui parle et une autre qui ne parle pas. Et effectivement, une certaine presse peut être tentée de vouloir faire parler celle qui ne parle pas. Vous aviez une famille qui, elle, ne refusait pas d'ouvrir sa porte et de communiquer. Je pense que ça a été l'aubaine, en quelque sorte, pour certains journalistes. L'affaire était tellement intéressante. C'était une petite fille, en 1994, empoisonnée au cyanure de sodium, mais c'est d'un autre siècle, donc c'est pas possible. Et cet homme qu'on vous présente comme un notable, un homme intelligent, instruit, bien dans ses pompes, ambitieux, bon, c'est pas possible, c'est vrai. Est-ce que vous avez le sentiment que la presse a été finalement plus tendre à l'égard de ceux qui communiquaient, en l'occurrence la famille de Perrois, que de vous qui étiez dans le silence? Alors, elle a été plus tendre, je pense pas. Je pense que cet attachement à la défense, à la famille de Perrois, n'était pas désintéressé de la part de certains journalistes et certains organes de presse. Depuis 30 ans, on s'attache davantage à la liberté de l'individu, à la défense des droits de l'homme et au respect des droits de l'homme, et tant mieux, c'est pas une mauvaise chose, personne ne va s'en plaindre. Et je pense que c'était l'occasion, une fois de plus, pour quelques journalistes qui brandissent tout le temps le spectre de l'erreur judiciaire, de dire voilà, là, on a l'homme de la situation, on a celui qu'il nous faut. En plus, qui plus est, Jean-Marc Desperrois, de sa prison, clame son innocence. Donc, allons-y pour la réforme de la justice, allons-y pour liberté et respect des droits de l'homme. Et puis, bon, je pense que ça fait son chemin après. Et je pense que c'est difficile de faire marche arrière. On ne peut pas avoir donné à son lectorat pendant des mois et des mois une espèce de vision du dossier, de l'affaire, des individus tels qu'ils sont. Je parle des protagonistes du drame. Et à un moment donné, de dire « mais mince, je me suis trompée ». Ça, je pense que c'est difficile pour la plupart des journalistes de l'admettre publiquement. Le fait d'avoir recueilli tous ces papiers, d'en faire des livres, de réfléchir à tout cela, est-ce que c'est une façon de dépasser la souffrance? Je pense que c'est ça, oui. À un moment donné, il faut surpasser sa souffrance. Donc c'est une façon pour vous d'avancer, de reconstruire? Oui. De reconstruire certainement aussi avec ce deuxième enfant qui vit une histoire terrible. Il y a un fardeau quand même sur ses petites épaules assez lourd à porter. Et donc pour lui aussi, c'est... Qui a quel âge? Qui aura 4 ans au mois de février. Donc lui, c'est aussi lui dire, tu vois, il est arrivé quelque chose de dramatique dans notre famille, mais c'est pas pour autant que ton papa et ta maman se sont égarés, se sont laissés perdre par la haine, la violence. On veut que toi, tu crois toujours aux valeurs humaines, à la liberté de l'individu, au respect des droits de l'homme. Et je pense que c'est ce qu'on a toujours fait avec Monsieur Desperrois. Donc de respecter sa présomption d'innocence, de ne jamais dire quoi que ce soit de négatif sur sa famille. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir communiqué plus tôt? Non, nullement. Cependant, j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait, en tant que victime, se ménager un temps de parole auprès des médias via l'opinion publique. Donc je pense, et c'est l'un de mes souhaits, qu'il faudrait penser à mettre en place pour les années à venir un médiateur donc, qui interviendrait dans des affaires aussi graves, aussi lourdes que celle-là, pour être le relais donc, entre médias, justice et victimes. Je pense que quand on est privé de son enfant, il faut savoir rester digne et se faire comme ça le relais d'un dossier judiciaire entre médias, justice. C'est pas le rôle de parents endeuillés. Corinne, vous avez parlé de votre petite fille Émilie. Je crois que c'est resté dans la mémoire de tous, ce qui est devenu, parce que c'est un peu aussi, je pense, une particularité de votre histoire, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, c'est une histoire qui a été très médiatisée, l'affaire de la Josacine. C'est-à-dire que quelque chose d'intime, une douleur privée, est devenu un fait divers à la une des journaux. Alors j'imagine qu'on le vit aussi différemment, non? C'était donc il y a 9 ans, je le rappelle. C'était il y a bientôt 9 ans et demi.
Notre vie privée est devenue d'un seul coup la vie publique, la vie de tout le monde. Je me disais, mais pourquoi intéresse-t-on les médias? Qu'est-ce qui peut bien les passionner? Ben oui, ce qui les passionnait, c'était, entre guillemets, ça n'est pas péjoratif, l'originalité de cette histoire et le crime qui avait frappé et emporté notre fille. Et donc là, à un moment donné, ça va plus, quoi. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus dans quelle société on vit. Les choses auxquelles on croyait profondément, d'un seul coup, se retrouvent complètement anéanties. Déjà, en plus de vos vies brisées, vos cœurs brisés, vos corps, je ne parle pas, tout y passe, votre enfant arraché à sa vie. Vous ne comprenez pas. Et donc, je me souviens qu'on a parlé tout à l'heure de la souffrance de nos maris. Les maris, effectivement, souffrent différemment de nous, les femmes, qui mettons des mots, MOTS surtout. Moi, je me souviens que mon mari, 1 an après cette affaire, en avait marre. Et mon mari, un soir, me dit, j'ai tout abandonné, je ne retourne plus au bureau demain matin. Je pars travailler avec Yannick Noah. Donc, je vais m'occuper d'enfants sidéens. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'aller m'occuper d'enfants sidéens parce que j'étais encore trop dans ma douleur avec Émilie. Et mon mari m'a dit, si, tu dois arrêter de te regarder le nombril et on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Et le fait, pendant 6 mois, d'avoir été au contact de ces enfants malades qui, eux, se savaient en fin de vie, savaient qu'ils étaient condamnés et allaient mourir, je peux vous assurer que pour moi, ça a été un réveil. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ils viennent de me donner une leçon de vie. Et j'ai reçu aussi une leçon d'amour, car le soir, je me souviens d'une petite Salomé qui est morte maintenant depuis 3 ans, qui me disait « Raconte-moi une histoire, Corinne ». Et je disais « Non, j'avais envie d'être avec Émilie, j'avais pas envie d'être avec Salomé ». Et je trouvais la force quand même de raconter une histoire à Salomé et de mettre le ton comme les enfants aiment bien. Et quand je me couchais le soir, je me disais « Tout n'est pas perdu ». Voilà, je sens qu'il y a encore de l'amour au fond de moi et je suis encore capable d'en donner. Et à ce moment-là, je sais aussi qu'un deuxième enfant va arriver. Je dirais qu'entre ces moments de ma vie là et celle qui est là aujourd'hui, puisqu'il y a longtemps qu'on ne s'était pas vus, vous et moi, j'ai mis vraiment beaucoup de distance. C'est-à-dire que j'ai appris à ne plus être blessée par la connerie des autres, si vous me permettez l'expression. Vous l'étiez à l'époque, hein, oui, complètement. J'étais, je pense, encore assez écorchée vive, là. Ouais. Et il fallait vraiment me tempérer, souvenez-vous, pour que je ne déborde pas. Mais c'est fou comme les médias peuvent se permettre de vous faire du mal, de vous salir, de détruire vos vies, et que vous, par contre, vous n'avez absolument pas le droit de leur dire que déjà vous, ce dont vous témoignez à l'époque, hein, vous étiez venu me dire ça. Hein, donc ça, j'ai trouvé que c'était encore une injustice dans l'injustice, parce que quand on voit tout ça et qu'on se souvient de toutes ces années, et encore il n'y a pas si longtemps, là, donc cet homme est toujours donc sous les feux de l'actualité. Pour moi, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et ça n'est pas assez. Et dans 2 ans, il sera dehors, donc ça fera 12 ans de détention. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer quand on est les parents d'un enfant assassiné. Et ça fait aussi partie donc, du travail, du deuil. Il faut l'accepter tout ça. J'ai aussi appris une chose à travers ce deuil, c'est à ne plus parler de cet homme-là, à ne plus le désigner, à ne plus le nommer. Et c'est se reconstruire effectivement en ne pensant pas sans arrêt et en ne ressassant pas sans arrêt ce qui s'est passé. Voilà. Et Corinne, pas de pardon. Le pardon, je ne suis pas encore prête pour ça. Voilà. Le pardon, je pense que c'est pas à sens unique, il faut avoir en face de soi quelqu'un qui a envie d'être pardonné, qui a envie qu'on lui pardonne. C'est tout de suite une question que j'ai envie de vous poser, Boris Cyrulnik. Est-ce que le pardon fait partie, on va dire, du passage obligé pour, à un moment donné, continuer vraiment avec un tout petit peu plus, je ne sais pas quel mot d'ailleurs employer, mais un peu d'apaisement? Alors, comment faire pour pardonner dans ces cas-là? Si on pardonne trop tôt, c'est impossible. C'est presque comme si on était complice de l'agresseur. C'est pas possible. Si on pardonne jamais, on reste prisonnier du passé. On vit tout le temps, on rumine, on pense à l'agresseur. Et même quand on veut agresser l'agresseur, c'est encore une manière de s'y référer. Donc on est prisonnier du passé. Donc lentement, on se fera un processus de détachement, ou plutôt d'attachement ailleurs. Il n'y aura probablement pas de pardon, mais probablement un jour, Corinne dira « Bon, ben, je refais une autre vie, et lui... qu'il aille mourir ailleurs. » Parce que je crois qu'en fait, la vie et moi, on a toujours été faites pour s'entendre. Donc c'est ce qui m'a sauvée aussi. Et comme le disait tout à l'heure Stéphanie aussi et Marie, une belle histoire d'amour avec l'homme que j'aime, avec mes amis. Bon, Émilie était une enfant unique. Depuis, il y a un petit Maxime qui est arrivé, qui a 7 ans et demi. Et ça, c'est très important en fait, parce que ça, j'y croyais pas non plus. Pouvoir aimer un autre enfant, moi qui n'avais qu'une fille, j'y croyais pas. Du coup, je m'étais fâchée avec l'amour complètement. Et puis peu à peu, l'amour, quand on l'a en soi, il est là. C'est comme la cicatrice tout à l'heure, ça gratouille et quelque chose dit aime encore un peu, allez, fais un effort, aime encore un peu, et puis on laisse sortir en fait le pu, et puis on dit allez c'est bon, ça va, et j'aime à nouveau. Et puis aimer, je crois, voilà, c'est ce qu'Émilie m'a laissé de mieux. Il faut se souvenir que de ça en fait, il faut se souvenir que des moments heureux qu'on a partagés avec elle. Et à un moment donné, je doutais aussi, moi, c'est assez étrange, je ne sais pas si d'autres parents l'ont ressenti, est-ce que je l'ai rendue heureuse? A-t-elle été heureuse avec nous? Et je sais que c'était mon psy qui m'a dit: arrêtez de vous poser cette question, moi je peux vous dire que vous l'avez aimée.
qu'elle a été très aimée, cette petite fille. Alors maintenant, apprenez à vous aimer pour vous et non pas pour elle. Et vous voyez, par contre, il faut une aide extérieure. Sinon, on n'y arrive pas, c'est clair. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Celui qui dit « je m'en sors tout seul », c'est pas vrai. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qui vous semblait important de dire pour d'autres qui vivraient des choses identiques? Je me souviens, il y a des images comme ça qu'on emporte avec soi, même je pense quand je partirai. C'est l'infirmière qui nous parle donc de scanner. Donc scanner, ça veut dire pas mort, forcément. Et puis d'un seul coup, j'entends qu'elle dit à quelqu'un, il faut leur dire. Et d'un seul coup, l'infirmière, je crois qu'elle a eu ce courage, cette femme, et elle dit, je suis désolée, Émilie est morte. Et donc, je vois mon mari, qui est un grand d'1m90, qui s'effondre par terre, qui se liquéfie, qui tombe à genoux et qui dit, non, pas Émilie, pas Émilie. Et puis après, on est d'un seul coup propulsé, c'est un cauchemar. Il va y avoir des tas de choses à faire, les formalités administratives. Et moi, je me souviens, à la mairie, au bureau de l'état civil, quand la dame a rempli, en fait. Donc, Émilie était décédée sur le livret de famille, et elle me l'a rendu. Et elle m'a dit, je ne sais pas quoi vous dire. Et ça va tout le temps être comme ça, parce que les gens ne savent pas quoi vous dire quand il vous arrive ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à ce moment-là, Dorine ? Écoutez, sincèrement, à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'aurais aimé entendre, mais j'aurais aimé qu'on me berce un peu, j'aurais aimé qu'on me câline. Il n'y avait que l'homme que j'aime pour le faire, mais malheureusement pour lui, je ne le voyais pas, il n'existait plus pour moi. Et c'est ça, je crois que je n'avais pas besoin de paroles, j'avais besoin d'une main dans la mienne, d'une main sur mon épaule, et je ne l'ai pas toujours trouvée. C'est important ce que dit Corinne, juste un regard, une main. Alors ça semble de temps en temps, on se dit c'est dérisoire. Je crois que les amis, l'environnement ne se rend pas compte à quel point dans ces moments-là, c'est vital. C'est vital, et même être avec. Être avec, oui. Je suis là. Être avec, c'est une présence sensorielle, je le sens, je le vois. Il n'y a pas de mots, mais il, elle est là. Je ne suis pas seul. Vous avez écrit aussi une très jolie phrase. J'ai compris qu'Émilie, et ça rejoint ce que disaient Stéphanie et Marie tout à l'heure, j'ai compris qu'Émilie m'avait donné en mourant la chance d'être quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Avant qu'Émilie ne soit assassinée, avant qu'elle ne disparaisse, je crois que je vivais, comme l'a dit Emmanuel, très justement, comme tout le monde. Je voulais devenir quelqu'un, je voulais gagner du fric, je voulais avoir un mari sympa, je voulais avoir un beau physique. La preuve, je courais 2 heures par jour à ce moment-là qu'un Walkman sur les oreilles pour voir la ligne, c'est pour vous dire. Et puis d'un seul coup, vous savez, quand il vous arrive ça, je crois qu'à un moment donné, vous recadrez tout dans votre vie. Vous vous dites les vraies valeurs, c'est pas là qu'elles sont, quoi. Donc les gens bien, je m'en tape aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont plus autour de moi. J'ai d'autres amis, et eux, je sais que c'est à la vie, à la mort, entre eux et moi. Et ça, c'est plus important. Donc je pense que oui, Émilie, elle m'a aussi donné la chance de venir au secours de mes amis, donc les autres et les victimes. Mais c'est vraiment une tâche qui me tient très à cœur. Et je serais vraiment contrariée si un jour je devais décevoir l'une d'entre elles. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.